Déjà, qu'est-ce qu'une pratique spirituelle? Une pratique spirituelle, c'est une pratique qui va vous permettre de vous relier au divin ou à un principe supérieur. Je vais essayer de le faire large et de ne pas mettre des notions religieuses sur ce genre de choses-là. Donc l'objet, c'est de vous relier au divin, de vous relier à votre âme et de mettre du sens sur ce que vous vivez, d'apporter du sens, d'apporter une compréhension profonde et de voir votre vie de manière soit, je dirais, plus profonde que la vision que vous en avez éventuellement aujourd'hui. Au fur et à mesure que vous travaillez dans une pratique spirituelle, vous allez voir de plus en plus ce qu'on peut appeler le fond de l'iceberg. Donc votre vision, normalement, une pratique spirituelle est censée changer ou augmenter votre conscience. Et donc la manière dont vous vivez votre vie, même si votre vie ne change pas, de toute façon va varier, l'expérience que vous en avez va varier. Alors, pourquoi est-ce qu'on va développer une pratique spirituelle? Pourquoi est-ce qu'en Ayurveda, c'est quelque chose qui est notamment enseigné dans la Dinacharya? La Dinacharya, vous l'avez vu avec Géraldine Saint-Gilles, si vous avez fait l'atelier avec elle, c'est ce qu'on fait au quotidien pour s'équilibrer, équilibrer les doshas, prévenir les problèmes de santé. Donc l'Ayurveda a incorporé ça dans la Dinacharya. En général, on conseille la pratique spirituelle, non pas à 4 heures du matin, c'est très bien, mais au moins 48 minutes avant le lever du soleil, ce qu'on appelle le Brahma Muhurta. Donc pour axer un petit peu mon discours, je vais vous parler de comment l'Ayurveda voit le cœur. Le cœur, c'est un endroit où on trouve à la fois votre corps émotionnel, votre âme, mais aussi des différents éléments physiologiques. Et dans une pratique spirituelle, c'est au final sur votre cœur qu'on va travailler. Donc dans votre cœur, en Ayurveda, on a à la fois tout ce qui est émotionnel, toutes les émotions passent dans votre cœur. Donc vous avez les émotions. Vous avez aussi l'intelligence et l'esprit, votre esprit. Et l'esprit est réparti en 3 qualités. La qualité de ce qui est conscient ou lumineux, donc on appelle sattva. La qualité de tout ce qui est passionnel, qu'on appelle rajas, et la qualité de tout ce qui est inconscient, obscur, non transformé, qu'on appelle tamas. Donc votre esprit, dans votre cœur contient ce qu'on appelle ces 3 gunas-là, ces 3 qualités-là. Et l'objet d'une pratique spirituelle, c'est d'enlever au fur et à mesure tamas, l'obscurité, que vous deveniez un être en fait de plus en plus conscient. Donc l'objet, c'est de diminuer tamas et d'augmenter sattva au fur et à mesure par une pratique, et la pratique va passer par ce qu'on appelle raja, le mouvement. Donc, tamas et sattva. Donc, l'objet, c'est de transformer ça en ça. Lorsque vous transformez tamas en sattva, vous comprenez, vous avez accès à une partie plus importante, plus profonde de votre être, qui devient conscient. On est sur de l'inconscient à du conscient. Et pour ça, vous avez besoin d'un mouvement, de quelque chose qui produise le passage de l'inconscient au conscient. Et pour ça, c'est rajas qui va... donc il s'agit d'un mouvement. Et donc la pratique spirituelle est une pratique, un mouvement qui va permettre de transformer ça en ça. Donc du coup, on peut voir le cœur comme de l'émotionnel d'abord. Ensuite, vous avez tout ce qui est sentiment aussi, quelque chose de beaucoup plus stable. Émotionnel, sentiment. Ensuite, vous avez votre esprit, votre intelligence. Et en dessous, vous avez votre conscience. Et vous avez tout ça dans votre cœur. Donc c'est sûr, quand on demande aux gens d'écouter leur cœur, qu'est-ce qu'il faut que j'écoute dans mon cœur ? Il faut avoir la pertinence de savoir quand, ok, suis ton cœur, je suis quoi là-dedans? Dans l'idéal, je vous conseille plutôt de suivre votre conscience, mais encore, il faut qu'on réussisse à l'atteindre, puisque vous avez différentes couches avant. Vous avez toute la couche émotionnelle, où vous n'avez pas vraiment où c'est souvent du réactionnel. Ensuite, vous avez du sentiment, vous avez de l'intellect, et ensuite, vous atteignez votre conscience. Donc, dans l'idéal, à force de transformer tamas, donc toute cette couche-là, au final,
on va arriver à plus de conscience. Et donc vous allez pouvoir prendre des décisions qui sont en lien avec votre âme ou n'importe quel type de décision ou juste comprendre votre vie. Et plus vous êtes en lien avec votre conscience et plus vous êtes en paix, puisque toutes ces qualités sattviques sont les qualités de vérité, de paix, de conscience. Dans l'absolu, quelqu'un qui est éveillé spirituellement est arrivé à ce stade-là et identifié à sa conscience ou il est identifié à tout cela. Donc globalement, c'est ce qu'on va essayer de faire dans une pratique spirituelle. On va purifier le cœur, donc on va essayer d'évacuer l'émotionnel, de stabiliser l'esprit et de développer l'amour en général. Et souvent, contrairement à ce que... C'est plutôt l'amour pour soi qu'on a développé que l'amour pour les autres au final. Je rencontre très peu de personnes dans le fond qui s'aiment. C'est quelque chose de très rare. Quelqu'un qui s'aime, c'est quelque chose de très rare. Ensuite, on va chercher à augmenter donc sattva, ce qui va vous apporter du courage, de la paix intérieure, de la conscience. Et ça va vous en prendre aussi à vous détacher de tout ce qui est superficiel, c'est-à-dire tout ce qui vous encombre pour rien et qui ne vous servira pas, et à vous ramener à l'essentiel. Votre pratique spirituelle est censée donc vous permettre d'accéder à votre conscience, donc de ce qu'on pourrait la développer, mais en fait votre conscience n'est pas à développer. C'est ce qu'on dit, la vérité n'est pas quelque chose à développer, c'est quelque chose à découvrir en dessous de quelque chose. Si vous arrêtez de vous mentir, vous trouvez la vérité, c'est quelque chose qui est toujours présent. Mais par-dessus, vous pouvez rajouter des choses, la conscience, c'est la même chose en fait. Vous pouvez aussi, du coup, dans un travail spirituel, avoir des montées de Kundalini, et ce n'est pas forcément lié simplement au fait que vous travaillez sur la Kundalini. Il y a des personnes qui travaillent en particulier sur la Kundalini, avec du yoga notamment, ou le Tantra travaille beaucoup avec la Kundalini, mais le fait d'avoir une pratique spirituelle en tant que telle peut déclencher des mouvements de la Kundalini, puisque la Kundalini est seulement bloquée par votre tamas, en fait, votre obscurité. Par tout ça, elle est bloquée. Et donc, au fur et à mesure, vous allez diminuer chez vous vos faux désirs et tout ce qui est illusion. Donc, la pratique spirituelle, ça vous permet d'avancer là-dessus. De toute façon, votre vie vous permettra d'avancer là-dessus. Avec la pratique spirituelle, vous prenez de l'avance. Mais toute personne ici qui a travaillé sur elle, c'est que de toute façon, un travail spirituel n'est pas forcément un travail de tout repos, d'une part. Et une fois que vous commencez, vous avez l'impression que jamais ça ne s'arrête. Alors, dans les Védas, on nous a transmis différents moyens pour développer une pratique spirituelle. Donc, bien sûr, le yoga. Le mot yoga, en fait, donc, vous le savez, tous vos professeurs de yoga vous l'ont dit, ça signifie s'unir, être lié à, union. Et c'est la même étymologie que le mot religion. Religion, c'est se relier à. Vous avez la méditation, les mantras dont on a parlé ce matin, qui viennent en particulier du Rig Veda. Et donc, mantra, c'est un outil de l'esprit. C'est vraiment spécifiquement fait pour fonctionner sur cette partie-là de votre structure psychique, donc l'intelligence et l'esprit. Et un mantra, ce sont des prières qui sont à réciter pour obtenir un effet. Quand vous faites un mantra, vous savez quel effet vous recherchez. Bien que parfois, je prévienne notamment mes élèves que lorsque vous faites un mantra, vous savez ce que vous voulez débloquer chez vous, mais vous ne savez pas ce que ça va produire dans le monde extérieur, et parfois, vous pouvez être surpris. Ça fonctionne toujours, mais voilà, vous ne savez pas toujours ce que ça va produire. Et on a également le tantra, en général, qui est une pratique spirituelle à part entière. Et on a d'autres enseignements spirituels comme le Vedanta, par exemple, qui sont transmis dans les Védas. Donc moi, comme je vous disais, je vais me focaliser sur les chakras, ce qui est accessible dès maintenant. Alors, du coup, on va travailler sur vos chakras à vous. Donc chakras, c'est vos centres d'énergie. C'est-à-dire que dans ma perception du monde, mon mental perçoit un certain type d'énergie qui émane de moi ou de vous. Votre mental va toujours avoir une tendance à chercher de rationaliser, de mettre des choses dans des boîtes. C'est son boulot, sinon vous devenez fou. Donc, mon mental va faire en sorte que je sens, mettons, chez la personne en face, tel et tel mouvement d'énergie. Dans la tradition védique, mon ego va être informé qu'il s'agit de chakras. Et donc, au fur et à mesure, je vais pouvoir percevoir ça comme une réalité
il y a bien un mouvement d'énergie, mais si, mettons, je pense que, je ne sais pas, les chamans voient la structure énergétique d'une autre manière, si mon ego est informé que la structure énergétique fonctionne de cette manière-là, il va me décoder la même information sous une autre structure énergétique. Donc les chakras sont une réalité relative, comme n'importe quel système énergétique. Qu'est-ce qu'on peut connaître d'autre? Les chakras, en fait, c'est les plus connus. Par exemple, tout ce qui devient de l'acupuncture, par exemple. En fait, c'est toujours le même type d'information. Vous allez voir quelqu'un qui fait de l'acupuncture ou quelqu'un qui vous fait un soin énergétique avec chakra, il va vous donner la même information. Vous avez tel type de problème. Mais il va le voir avec une mode de compréhension qui est différent. Donc, les chakras, du coup, je ne vais pas vous expliquer les chakras pour que vous ne soyez pas influencés. Parce que ce qui se passe beaucoup dans les pratiques spirituelles, c'est que votre ego et votre mental vont être de la partie. Alors que justement, c'est ce qu'on cherche à purifier. Ils vont vous dire, tu sais, ça serait bien que tu te détaches un peu, tout ça, c'est pas terrible. Ou à l'inverse, tiens, il faudrait que tu sois plus comme ci ou plus comme ça. C'est votre ego qui parle. Du coup, vous allez avoir une pratique spirituelle qui n'est absolument pas en lien avec ce dont vous avez besoin. Donc votre mental et votre ego ne peut pas vraiment vous aider, puisque c'est lui qui crée le problème, c'est lui qui a la perturbation. Donc ce n'est pas la personne qui est malade qui peut dire de quoi il souffre et comment il va, sinon il ne serait pas malade. Donc c'est pour ça que là je vais vous faire tester un peu vos chakras pour voir comment votre structure énergétique répond, sans que votre ego soit de la partie du genre « mais tu sais bien, tu as un problème de cœur, ton chakra du cœur ne doit pas être terrible ». Vous voyez? En fait, on va se tester pour voir un petit peu qu'est-ce qui en réalité a besoin d'être rééquilibré. C'est pour ça que je vous conseille dans les pratiques spirituelles d'essayer d'avoir une tierce personne pour vous faire un feedback sur la pratique que vous choisissez. Parce qu'il y a beaucoup de névroses qui sont nourries par des pratiques spirituelles. Des personnes qui, alors par exemple, je prenais le détachement, il y a des personnes qui sont dans une fuite, qui vont aller dans un ascétisme très important et qui sont en fait en fuite et ils amplifient leurs problèmes. En fait, c'est un sujet que j'ai un petit peu commencé, sur lequel j'ai commencé à réfléchir parce qu'on m'avait proposé il y a quelque temps de monter un centre spirituel pour le développement. Et le premier écueil que je voyais par rapport au fait de présenter différents types de pratiques spirituelles, c'est que les gens choisissent en général non pas dans ce qui va les guérir, mais en fonction de leur névrose. C'est-à-dire que vous allez aller la plupart du temps, dans 90% des cas, vous allez aller vers une pratique spirituelle qui est en résonance avec votre névrose, c'est-à-dire qui confirme ce que votre mental croit. Or, la pratique spirituelle est censée vous libérer de ce que vous croyez. C'est pour ça que ça, c'est un point très important dans le choix de votre pratique spirituelle. Et n'hésitez pas à en parler aux gens autour de vous, même s'ils ne sont pas intéressés dans les pratiques spirituelles. Mettons, les personnes qui vous connaissent bien vont pouvoir vous faire un feedback si c'est sur quoi vous devriez travailler. Parce que c'est toujours facile de voir de l'extérieur quels sont les problèmes, mais de l'intérieur, c'est toujours plus difficile. On voit toujours très bien pour les autres et on ne voit pas pour soi. Okay? Donc maintenant, les chakras. On va faire 2 minutes d'inspire-expire. Vous allez vous concentrer sur votre inspiration. Donc vous inspirez. En général, si vous observez votre inspiration-expiration, vous observez que vous avez une inspiration, une rétention, une expiration, une rétention. Et de suivre ce mouvement-là, inspiration, vide, expiration, vide. Et ceci on va faire ça à peu près pendant 2 minutes, le temps de vous relier un petit peu à vous. Alors, pour localiser ces chakras et pour savoir surtout s'ils vont bien, en gros, vous avez juste besoin de vous le demander. C'est-à-dire que votre système inconscient sait exactement où est votre chakra et dans quel état il est. Donc, moi, je demande juste, ok, pour mon chakra coronal, donc je vais le faire sur mes chakras pour vous montrer. Et je vais voir, c'est-à-dire en dehors du mental, je vais voir ce que mon corps répond, ou mon corps énergétique répond, sur comment ça va pour moi et s'il y a des choses que j'ai besoin de rééquilibrer, sans que j'aie utilisé mon mental. Donc, je vais juste demander à mon corps de me montrer mon chakra coronal et je vais lui demander de me dire dans quel sens tourne mon chakra coronal. En l'occurrence, ça tourne dans le bon sens, donc c'est que ça a l'air d'aller. Je vais faire la même chose pour donc, mon 6e chakra
Et je vais lui demander de me dire, ok, dans quelle tension ça tourne. Donc c'est pareil, là pour l'instant, tout va bien, ça tourne dans le bon sens. Et les rythmes des deux chakras sont synchronisés, donc ça a l'air d'aller. Il n'y en a pas un qui a l'air d'être hyperactif. Alors ici, pour mon 5e, et là ça tourne plus. Donc apparemment j'ai un blocage au niveau de la gorge. Ça tombe mal parce que, étant donné que je dois enseigner, c'est quand même pas terrible. Donc là, ça tourne pas. Donc là, j'ai mon chakra qui est fermé ou qui s'est bloqué. Ensuite, je vais descendre au niveau du cœur. Alors là, il a du mal à me trouver le cœur. Il est là. C'est bon, ça tourne aussi. Et dans le même rythme que les autres chakras. Mes chakras tournent un petit peu lentement, donc ça montre que je suis fatiguée. Ensuite, ok. Dans ce sens-là, c'est pareil. Ils tournent tous à la même... Donc ça, c'est bien. Il n'y en a pas un qui est hyperactif. Ensuite, sur le deuxième... le deuxième, il a du mal à me le trouver. Ouais. Et là, c'est pareil. Le deuxième, il est bloqué. Il ne veut pas bouger. Donc, quelque chose qui l'a contrarié. Et le dernier, c'est bon. Le dernier, il tourne et dans le bon sens. Donc là, sans avoir mentalisé, sans avoir besoin d'y réfléchir, je me suis dit, après, je peux relier ça à quelque chose. Effectivement, maintenant que je sais que ça, c'est bloqué et ça, c'est bloqué, je le relie tout à fait à quoi c'est dû. Mais néanmoins, ça ne me serait pas venu à l'idée comme ça que ce serait bloqué ou que ça aurait perturbé mes cordes énergétiques. Donc, je vais vous laisser maintenant faire pareil. Donc, vous vous laissez du temps. Je vais juste, donc, pour vous aider à les localiser, les chakras peuvent bouger. C'est pour ça qu'à chaque fois, je ne me dis pas non, le chakra il est là, j'attends de voir où... Et vous laissez vraiment votre main, voilà, à un moment, elle va se stabiliser quelque part. Il y en a qui font ça au pendule, mais c'est plus pour se rassurer. Ils font ça, d'autres avec l'échelle de... L'antenne de Richter, merci. Et donc là, si j'ai une pratique spirituelle à développer, je sais qu'il faut que je débloque ici et ici. Premier, deuxième, 1, 3, 4, 5 et deuxième. Je vous laisse faire ça. Vous faites taire votre mental qui vous dit non, mais tu connais pas, tu sais pas et tu peux pas. Et je vous laisse voir un petit peu. Donc, vous restez le mental vide et vous regardez un petit peu. Vraiment, il faut être vide. C'est pour ça que je vous ai fait un petit peu vous revenir à vous avant. Et naturellement, les choses vont se placer. Je vais vous faire quand même un petit schéma avec à peu près où c'est pour vous rassurer. Ok, bah nickel. Ok. Donc, en fonction de ce que vous avez trouvé, un chakra tourne toujours dans le sens des aiguilles d'une montre. S'il tourne dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, il est en train de produire l'inverse de ce type d'énergie qu'il doit produire. Il peut être également fermé ou déplacé. Donc, soit il tourne dans le mauvais sens, soit s'il est fermé, il faut que vous travaillez dessus. Après, si vous faites ça régulièrement, vous verrez que c'est toujours le même type de chakra qui ont tendance à être perturbés, souvent. Et vous pourrez ensuite le relier aussi, si ça s'aggrave en fait. Le chakra étant relié à des organes, vous risquez d'avoir des pathologies liées à l'organe, par exemple. Donc c'est aussi la pratique spirituelle, bien sûr. C'est aussi une pratique de prévention au niveau de la santé. La santé en Ayurveda n'est pas vue comme une santé seulement physique, c'est une santé qui est aussi psycho-émotionnelle et spirituelle. Ce matin, on parlait de suivre ce chemin de vie et de faire ce pourquoi vous êtes fait. Tant que vous faites ce pourquoi vous êtes fait, vous êtes naturellement protégé parce que vous êtes dans l'harmonie. Le moment où vous sortez de ce pourquoi vous êtes destiné, vous vous mettez en danger. C'est un sujet qui revient souvent parce que parfois il y a des changements de vie ou des changements qu'on n'ose pas faire parce qu'on se croit en sécurité là où on est. Mais en fait, si vous n'êtes pas sur votre chemin de vie, c'est là où vous êtes en danger en fait. Et vous pouvez avoir des choses pas très sympas qui vous arrivent pour vous recaler. Bref, donc maintenant une petite présentation des chakras. Si chacun a fait un peu connaissance avec ses centres énergétiques, maintenant on peut mettre un petit peu de mental. Est-ce que j'ai une question oui. Sur le sens? Oui. C'est le sens quand on regarde ou quand oui, c'est ça. C'est comme ça. Donc c'est le sens. Quand c'est moi la montre, ça tourne dans le sens. Oui, dans le sens des aiguilles du montre. Ouais. Et donc les chakras sont devant, ils sont derrière aussi.
Et donc c'est pareil, quand on vous regarde de dos, mettons, je regarde Marie de dos, je vais voir aussi que ça tourne dans le sens des aiguilles d'une montre. Donc si je la regarde de face, son chakra tourne de son dos, tourne dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Ce qui fait que ça fait... Alors, hop, ça... La déconnexion cérébrale, là, c'est un peu compliqué. Bref, il y en a un qui se tourne... Donc en fait, du coup, ça fait un tube comme ça. Ça ne fait pas quelque chose qui tourne comme ça. Ça, c'est pas normal. Ça tourne dans le sens inverse, en fait. Je crois que c'est bon, je l'ai. Voilà, comme ça. Voilà, exactement. Vous pouvez aussi checker les chakras qui sont derrière, qui correspondent plutôt à votre passé, la manière dont vous vivez votre passé, comment vous le conscientisez. Ça peut changer aussi. Mais pour un début, on va déjà commencer par votre présent et ce que vous projetez dans l'avenir. Donc le premier chakra, c'est Muladhara Chakra, c'est le chakra racine. C'est celui qui, son objectif, il se sent bien, le chakra racine, quand vous êtes en sécurité. C'est lui qui va s'occuper de votre connexion au monde matériel et qui va s'occuper de votre survie. Vous pouvez avoir des difficultés avec ce centre énergétique si vous avez une énergie qui est faible, si vous avez des problèmes financiers notamment, des problèmes matériels, si vous manquez de ressources, si vous êtes souvent épuisé ou en burn-out, c'est le chakra qui va être déficient. Et donc son but, c'est que vous restiez ancré dans la réalité matérielle et concrète. Et à titre informatif, c'est le premier chakra sur lequel si tous vos chakras vont bien, il faut que vous commenciez par travailler sur celui-là. Parce que le propre, notamment en Occident, c'est qu'on a des facilités sur les chakras supérieurs. À partir du chakra de la gorge, le cœur moyennement, mais la gorge, le troisième œil et chakra coronal, on n'a pas de souci. On peut se connecter en Occident, on se connecte super facilement. On est très expressif, on a une énergie très expressive, très extériorisée et on mentalise énormément. Sur ces chakras-là, on n'a pas de souci. Mais alors, ce qui se passe en dessous, avec les petites années de certains nombres de religions qui nous ont aidés à bloquer ce qui se passe en dessous, on a un certain nombre de difficultés. Or, si votre énergie veut monter, vous savez, si vous avez un petit peu travaillé sur vous, c'est le genre de choses qu'on voit très régulièrement. Vous travaillez sur vous, vous sortez d'un stage, vous êtes trop bien, ça y est, j'ai compris le sens de ma vie, tout est clair, et il y a un truc qui vous arrive, et vous ne comprenez pas pourquoi, vous retombez immédiatement. C'est tout simplement, il y a un chakra du bas qui a fait « Attends là, tu veux monter, mais tu m'as un petit peu oublié, donc on va redescendre ». Donc on commence toujours par le premier chakra. Le premier chakra, c'est celui qui contient tous les instincts animaux. Donc il faut vous conseiller déjà de travailler sur tous vos instincts animaux qui sont territoire, reproduction, survie, pouvoir. Et une fois que ça c'est réglé, vous pouvez monter. Si vous ne réglez pas ça, vous monterez nulle part et vous allez avoir des montées, des descentes et des trucs pas forcément très chouettes. Donc on commence par travailler sur celui-là si tout va bien. Et donc dans ce dans quoi on a été élevé depuis des millénaires maintenant, le diable se situe à ce niveau-là. Si vous le cherchez, il est dans ces chakras-là. En haut, on a le divin, tout ça, et le diable, on l'a mis en bas. Ce qui fait que on n'a pas accès à une certaine quantité de notre énergie. Ensuite, on a Swadhisthana Chakra, le chakra du hara. Alors, j'ai dit chakra du hara mais en fait, le hara est encore une autre structure énergétique. C'est un peu plus bas. Pour les femmes, c'est pile poil au niveau de votre utérus. Le centre est au niveau de votre utérus s'il est correctement axé. Et donc, il va s'occuper de tout ce qui est créativité en général. Création, bien sûr, d'un être vivant, mais créativité en général. Fertilité. Relation au sens large avec les autres. Tous les liens énergétiques que vous avez avec toutes les personnes avec lesquelles vous avez des relations sont au niveau de ce chakra-là. Donc, quand on a besoin, mettons, de couper des liens qui sont toxiques, etc., ou des liens qui vous pèsent, on va travailler sur ce centre énergétique-là. Et bien sûr, tout ce qui est relation sexuelle, qui est une relation plus intime. Donc, on va avoir des difficultés avec ce chakra-là si vous êtes dans une position caricaturale, qu'on appelle position de la victime, position du bourreau, position du sauveur. Vous risquez d'avoir ce chakra-là qui risque de somatiser et l'ensemble des sphères qui sont autour de ça. Donc, la plupart des sciatiques,
des maux de dos, de lombaires, etc., c'est que la plupart du temps, il y a du relationnel qui n'est pas très bien axé. Hein. Il y a du relationnel à remettre en place sur une de ces trois structures. Lorsqu'on a des difficultés à s'ouvrir à l'autre, tout ce qui est autour de la sexualité, problèmes sexuels, manque de libido, etc., ça va être sur ce chakra-là. Donc ça, c'est pour le deuxième. Pour le troisième, donc Manipura Chakra, c'est le chakra du plexus solaire. C'est celui qui va vous permettre de contrôler. Donc l'être humain a naturellement des pulsions qui viennent du premier et deuxième chakra. À un moment donné, il faut qu'il contrôle quand même. Hein. Donc l'Ayurveda enseigne de ne pas contrôler tout ce qui est physique. On a des besoins physiques, manger, dormir, etc. Mais de contrôler tous les besoins qui sont d'ordre émotionnel. Le fait, par exemple, de créer des disputes ou ce genre de choses-là, par exemple. En général, l'Ayurveda dit que les besoins du corps, on a besoin de les évacuer, donc de les laisser s'exprimer pour que votre corps soit sain et que ce sont les pulsions de l'esprit qu'il faut apprendre à contrôler. Donc c'est le troisième chakra qui va vous aider à contrôle ou maîtrise. Le mot maîtrise est plus approprié en l'occurrence. Donc si vous avez un manque de maîtrise sur votre vie et sur vous, c'est un problème sur ce chakra-là. À l'inverse, si vous êtes beaucoup trop contrôlant, vous avez un problème aussi sur ce chakra-là. Donc maîtriser, c'est aussi celui qui va vous permettre de digérer, de transformer à la fois votre nourriture énergétique et votre nourriture physique. Et c'est aussi celui qui est en lien avec votre image sociale. C'est souvent ici que ça se bloque, notamment au bureau, quand on a des soucis avec la hiérarchie ou des choses qui touchent l'image qu'on a de nous. Ou quand on n'a pas confiance en soi, ça se bloque ici. Donc, on peut avoir des difficultés avec ce chakra-là si on a une mauvaise estime de soi, si on a des difficultés digestives, que ce soit que vous n'arrivez pas à digérer, ou vous faites de l'acidité, ou que vous aviez des ulcères, c'est tous des problèmes de ce centre énergétique-là. Et s'il y a aussi des faiblesses du système immunitaire. Le système immunitaire, c'est de la maîtrise. L'objet du système immunitaire, c'est de maîtriser ce qui se passe dans votre corps pour garder l'équilibre. Donc, c'est le chakra qui va permettre d'affirmer votre personnalité, donc personnalité en tant que personne. On est sur de l'ego, affirmer votre ego et le stabiliser, notamment par rapport à tout ce qui se passe en dessous. Ensuite, on est sur le chakra du cœur, Anahata Chakra. Donc lui, son but, c'est l'amour. L'amour en termes d'union, alors que ce soit avec des personnes ou que ce soit avec des objets. Mettons, vous aimez l'Ayurveda, ça va créer une union entre vous et cet objet-là, qui peut être nécessaire dans votre vie pour faire ça, ça ou ça, parce qu'il s'agit de ce à quoi vous êtes destiné. Anahata Chakra est aussi le siège de l'âme, d'où le fait qu'on a parlé de la conscience tout à l'heure, qui est dans ce chakra-là. On va avoir des difficultés avec ce chakra-là si on a des problèmes relationnels. Quand il y a pas mal de tristesse, la tristesse pèse beaucoup sur ce chakra, puisque la tristesse signifie quelque chose me manque. Quelque chose que j'aime me manque. Et voilà globalement pour ce chakra-là. Donc bien sûr, ces chakras sur lesquels on va travailler lorsqu'il y a des histoires d'amour et tout ça. Ensuite, cinquième chakra, Vishuddhi Chakra, le chakra de la gorge. Donc c'est le chakra de l'expression qui va vous permettre de vous exprimer à un niveau à la fois dans votre communication interrelationnelle, mais aussi de vous exprimer en tant qu'être et d'exprimer votre chemin de vie. Donc quand il y a des soucis sur ce chakra-là, on a des problèmes de thyroïde. Quelqu'un qui a un problème de thyroïde en général, c'est quelqu'un qui n'a pas compris ou qui n'arrive pas à accéder ce pourquoi ce qu'il est destiné à faire. Et donc du coup, la thyroïde se bloque. Et aussi, toutes les personnes qui ont des angines à répétition, etc., c'est des problèmes d'expression. Le chakra se bloque. Et au bout d'un moment, de l'énergie stagne, ou il y a trop d'énergie ou pas assez, et ça provoque des choses sur le plan physique. Donc c'est un chakra à travailler si vous n'arrivez pas à vous exprimer, si vous avez une mauvaise communication, mais aussi, ça arrivera jamais, mais on peut quand même le dire, si les personnes qui ont une tendance à... Le discours sert beaucoup à manipuler en fait, puisque le discours est en lien avec des mots que vous dites, donc la plupart du temps très en lien avec votre mental et votre ego, etc.
Donc il y a beaucoup de manipulation par le discours. C'est un déséquilibre de ce centre énergétique-là. Donc il faudrait que tous les hommes politiques travaillent beaucoup sur ce chakra-là. Et l'objet de ce chakra, c'est d'exprimer vos besoins, d'exprimer ce que vous voulez et d'exprimer vos désirs avec honnêteté et intégrité. Et ceci, là, on peut arriver sur un niveau énergétique avec ce que vous exprimez et aussi ce que vous attirez à vous et ce que vous allez créer. On est sur le verbe créateur après, un niveau spirituel. Ensuite, le 6e chakra, Ajna Chakra, c'est le 3e œil, celui qui est en lien vraiment avec votre mental, vos pensées, la manière dont vous voyez le monde. C'est aussi un chakra qui est très en lien avec la prémonition et l'intuition. Lorsque votre 6e chakra s'ouvre, vous allez commencer à avoir des visions de la médiumnité qui s'installent. La médiumnité est en lien avec le chakra supérieur, le chakra de la gorge. Pour tout ce qui est clairaudience, c'est le chakra de la gorge qui est particulièrement ouvert. Et pour tout ce qui est clairvoyance, ça va être le 6e chakra qui va être particulièrement développé. Le 5e, c'est tout ce qui est en lien avec la clairaudience. Vous savez, les personnes qui vous disent clairaudience, c'est « on m'a dit que vous allez… » ou « l'archange Michael m'a dit que… » L'Ajna Chakra, c'est normalement, lorsqu'il fonctionne correctement, vous êtes en lien avec une sagesse. Par exemple, mettons quand vous lisez des Védas, vous avez des pensées qui sont mises sur papier, qui sont une forme de sagesse. C'est-à-dire, elles vous donnent le mode d'emploi de comment le mieux utiliser l'univers dans lequel on est et comment s'utiliser soi. Ce qui est, on pourrait appeler ça une forme de sagesse. Donc normalement, Ajna Chakra, lorsqu'il fonctionne correctement, est censé vous prodiguer une sagesse de comment est-ce que vous devez être en interaction avec vous-même et le monde extérieur. Et donc ce chakra a une problématique lorsque vous n'arrivez plus à accéder à cette sagesse. Lorsque vous n'arrivez plus à produire de sagesse dans votre, dans votre esprit. Et à ce compte-là, effectivement, ce chakra-là soit fonctionne dans le mauvais sens, soit est perturbé. Et va être beaucoup parasité par du mental. Alors, la différence que je fais entre votre esprit et votre mental, c'est que votre esprit est neuf et frais, c'est-à-dire qu'il va agir maintenant par rapport à ce qui se passe maintenant. Il est en lien avec ce qui se passe maintenant. Votre mental est en lien et votre bibliothèque de tout ce qui s'est passé pour vous jusqu'à aujourd'hui. Et il vous rabâche toujours la même chose. Donc, mettons, à chaque fois que vous traversez au vert, vous finissez par… Il y a une voiture qui passe. À chaque fois que vous allez traverser au vert, votre mental va vous dire « Attention, une voiture va passer. » Parce que jusque-là, c'est toujours l'expérience que tu as eue. Et c'est votre mental qui va toujours vous dire quoi faire par rapport à l'historique qu'il connaît. Mais il n'est pas en lien avec ce qui se passe maintenant. Et c'est pour ça que lorsque vous méditez, vous débarrassez votre Ajna Chakra de votre mental, de cette banque de données qui passe de manière répétitive et qui vous dit toujours la même chose et permet au moment présent d'avoir une déduction et une réflexion qui n'appartient qu'au moment présent. C'est la différence que je fais entre l'esprit et le mental. Et enfin, le 7e chakra, Sahasrara Chakra, le chakra couronne, c'est le chakra de l'illumination, c'est celui qui vous met en lien avec l'univers et c'est celui qui vous donne le sens de votre existence. Toutes les personnes qui ont le Sahasrara Chakra bloqué vont avoir un sentiment de soit d'insignifiance, soit que leur vie n'a pas de sens, et bien sûr ne vont avoir absolument aucune foi, quelle qu'elle soit. Donc ça peut arriver parfois lorsque le chakra est perturbé. Également, toutes les formes de folie sont liées au fait que ce chakra-là ne fonctionne plus bien correctement. Donc, il vous relie à votre moi supérieur. Donc maintenant, je vous laisse faire le lien avec quel chakra, si pour autant qu'il y ait des perturbations, parce que quand même une journée passée à faire de l'Ayurveda, ça devrait rééquilibrer. Est-ce que c'est bon? Vous avez fait le lien avec… Okay. Donc du coup, là, on a passé d'abord sur… voir ce que votre structure énergétique dit avant de mentaliser pour voir qu'est-ce qui est vraiment pertinent pour vous aujourd'hui. Et je vous conseille en général dans vos pratiques spirituelles de passer toujours sur quelque chose où vous n'avez pas l'information avant. Ça vous évite que votre mental vous dise toujours… parce que le mental aussi a tendance à bloquer des problématiques du type « mais tu sais bien que tu as un problème avec ça ». Et vous allez toujours travailler sur le même problème. J'ai énormément de personnes que je vois en consultation qui
pensent que leur problème vient de là, alors que ça ne vient pas du tout de là, et ils passent leur temps à travailler là-dessus, alors c'est sûr que ça ne va pas avancer parce que le problème ne vient pas de là. Il vient d'autre part. De toute façon, si vous travaillez un problème et que vous n'avez pas de résultat, c'est que c'est soit la méthode pour dissoudre le problème n'est pas la bonne, soit que ce n'est pas le bon problème. On a une chance sur deux. J'ai juste une question. Ouais. Si ça circule bien, mais que ça m'a donné un mal à la tête. Lequel celui-là ou celui-là? Celui-là et celui-là, je crois. Ok. Mais c'est fulgurant et c'est parti après. Est-ce que ça a un sens? Oui, parce qu'en fait, en portant votre attention dessus, vous avez déjà donné de l'énergie. Donc ça veut dire que le chakra a une tendance à être hyperactif quand même. Ça veut dire que rapidement, vous pouvez somatiser des maux de tête, notamment, parce que beaucoup d'énergie s'est accumulée. Il fonctionne bien, mais il a une tendance sûrement à être hyperactif. Donc si en plus, vous mettez votre attention et votre conscience dessus, là, ça lui fait trop. C'est bon, du coup, on peut avancer sur les mantras et les méditations en lien avec tout ça? Alors d'abord, les mantras, les pratiques spirituelles, il y a quelques règles à suivre. La première règle, et ça vous trouverez ça dans toutes les traditions quelles qu'elles soient, c'est le fait de se laver. En général, avant une pratique spirituelle, il est bien de prendre sa douche par exemple, ou de se laver les visages avec de l'eau fraîche. Et les mains, on sait que le fait de se laver avec de l'eau purifie déjà énergétiquement et vous débarrasse des énergies. Lorsque vous voulez conserver une énergie sur vous, il ne faut pas vous laver. Mettons, vous faites un soin énergétique, si vous voulez garder l'énergie, il ne faut pas vous laver après. À l'inverse, si vous voulez vous débarrasser d'une énergie, prenez une douche, il y a une partie qui va partir. Après, il y a quand est-ce qu'on pratique d'un point de vue spirituel. Alors, le meilleur moment, c'est Brahma Muhurta, c'est-à-dire avant le lever du soleil. Donc, parfois, les personnes qui ont une très grande pratique spirituelle, comme par exemple Cyrine, peuvent se lever très tôt, même parfois à 3 heures du matin. En Inde, il y a des rituels qui se font à 3 heures du matin. Et après, on enchaîne jusqu'à ce que le soleil se lève. Mais à minimum 48 minutes avant le lever du soleil. Ce qui est un petit peu embêtant pour nous parce que ce qui nous est enseigné ici vient de l'Inde. Et l'Inde, le décalage, le jour et la nuit sont pratiquement similaires toute l'année. Donc eux, ils n'ont pas à s'adapter. C'est toujours à peu près 6 ou 7 heures des deux côtés. Nous, il faut qu'on adapte en permanence. Donc, pratiquer le matin avant le lever du soleil. Pratiquer sur ce qu'on appelle les sandhyas, le moment où le soleil se lève et le moment où le soleil se couche. Et enfin, si ce n'est pas possible dans l'ensemble de ces cas-là, le fait de pratiquer le soir avant le coucher permet une bonne assimilation aussi pendant la nuit. Essayez de vous mettre dans des postures confortables. C'est pas la peine, en fait, une pratique spirituelle, si vous avez des blocages, etc., ça va vous travailler forcément. Vous avez appuyé là, ça fait mal, donc jusqu'à ce que ça soit débloqué, c'est pas forcément très confortable. Hein, si vous avez une pratique spirituelle qui vous fait toujours partir au 7e ciel, c'est que ça travaille sur rien en fait. Enfin, c'est bien de temps en temps, ça fait du repos, mais s'il y a des choses à débloquer, il y a un moment où vous allez sentir que soit ça vous provoquer de l'émotion, soit vous allez avoir des compréhensions. Voilà, il faut qu'à un moment... Donc, on n'est pas obligé d'en rajouter sur le reste. Donc, posture confortable, vous pouvez vous mettre dans un environnement qui est agréable. Voilà. Si, par exemple, quand vous méditez, vous avez mal dans telle et telle posture, vous n'êtes pas obligé de faire le lotus. Hein. Vous pouvez le faire allongé, voilà. L'objet, c'est que vous soyez disponible pour que votre attention soit sur vous. Pour une pratique spirituelle, il faut avoir de l'énergie. Donc, si vous êtes fatigué et que vous essayez de méditer, allez dormir. Ça ne sert à rien. Pour la suite, plus vous allez avoir une pratique spirituelle, plus votre énergie va monter en général. Et si vous ne voulez pas gâcher ce travail-là, essayez de penser positivement le reste de la journée. Sinon, ça peut un petit peu mettre à mal ce que vous faites partiellement dans la journée. Ce qu'on aime bien aussi ajouter en Ayurveda et qui est enseigné dans le code moral ayurvédique, qu'on enseigne en première année ici, c'est de régulièrement faire des auto-analyses, voire quotidiennement, sur qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qui fonctionne mal et surtout qu'est-ce qui se passe pour moi. C'est à force de vous poser la question sur qui je suis que vous allez comprendre qui vous êtes et comment vous fonctionnez. Et l'auto-analyse est très intéressante pour ça. Et une pratique spirituelle, c'est toujours important de revenir toujours à l'essentiel. Donc en général, on a une manière de penser qui est, notamment dans les Védas, qui est un peu drastique, du genre, de toute façon, vous ne savez pas quand vous allez mourir, alors autant revenir à l'essentiel dès maintenant. Voilà, non, je vous le dis juste, donc on n'est pas obligé d'aller sur un truc aussi sévère, mais notamment les bouddhistes, ça s'entraîne tous les jours à mourir.
Non pas parce que... mais pour mieux vivre, justement. Et pour revenir toujours à l'essentiel. Parce que, justement, on a un temps limité. En tout cas, sous cette forme-là. Donc voilà un petit peu pour les quelques règles pour protéger, disons, cette pratique-là, pour qu'elle ne soit pas dissolue le reste du temps. Maintenant, je vais vous parler des mantras, des bija mantras qui sont en lien avec les chakras. Donc chacun des chakras représente en fait une fréquence vibratoire. C'est pour ça qu'on leur a donné des couleurs. Donc cette fréquence-là peut être vue en couleur, mais peut être vue en son aussi. Un chakra, pour qu'il se rééquilibre, la plupart du temps, il faut qu'on lui donne de l'énergie. Il faut qu'on lui donne de l'énergie qui est à la fréquence à laquelle il vibre. Donc, on va lui donner le son qui correspond à son énergie. Donc, pour le chakra de base, on a le mantra LAM. Alors, vous n'êtes pas obligé de le chanter, déjà vous pouvez le dire et vous essayez de le faire résonner. L-A-M. Je vais vous les donner ici. Alors, un bija mantra, ça veut dire une semence. Ça veut dire que c'est un mantra qui n'a pas de signification. Le mot yam, par exemple, ne signifie rien de particulier. C'est juste en mots ce qui correspond à la fréquence vibratoire de votre centre énergétique. En revanche, chacun des mantras, de ces bija mantras, va avoir un certain nombre d'impacts. Comme je vous disais, les mantras sont des outils de l'esprit et on va les pratiquer dans un but particulier parce qu'on sait quand même l'impact que ça a sur nous. Donc l'âme, ça va permettre de vous enraciner, ça va permettre de développer votre sentiment de sécurité, de développer votre prospérité, de développer votre énergie et de sortir de la survie. Le mantra VAM, qui correspond au deuxième chakra, va vous permettre d'augmenter votre créativité, de développer votre sexualité, d'améliorer votre relationnel en général. Ça va faciliter aussi le fait que vous acceptiez le changement. Et ça va vous permettre de retrouver du plaisir en général dans votre vie, au sens large du terme. Donc c'est un mantra qui est particulièrement approprié pour les personnes dépressives. De toute façon, les personnes dépressives, tous les chakras du bas s'effondrent en général. Et en particulier celui-là. Tous, ils sont complètement déficients. Donc, on n'a plus de ressources, plus de relationnel, plus d'identité et tout le reste au-dessus est bloqué aussi. Pour le mantra RAM, qui correspond au troisième chakra, ça augmente l'autonomie. Donc, aujourd'hui, de ce que je vois en consultation, l'autonomie financière, matérielle, intellectuelle est particulièrement présente en France. Je dis ça parce qu'en Inde, c'est différent. Par contre, l'autonomie affective, en particulier chez les femmes, laisse à désirer. Donc, c'est sur ce chakra-là, en fait, qu'il faut travailler. Parce que ça crée de l'émotionnel qui peut remonter jusqu'au cœur. Et on va se dire, il faut que je travaille sur le cœur. En fait, il faut travailler sur le troisième chakra, l'autonomie. Ça, RAM va vous aider à contrôler vos pulsions négatives, quelles qu'elles soient, que ce soit des pulsions alimentaires ou autres. Ça va augmenter votre capacité à vous maîtriser en général. Ça va augmenter votre estime de vous. Et ça va calmer tout ce qui est peur et anxiété. Donc c'est vraiment un mantra qui est chouette et qui convient à beaucoup de personnes. Le mantra YAM, ça va être accepter de donner et recevoir. Et je vous le donne en mille, en général, les gens ont plus de difficultés à recevoir qu'à donner. Donc, le chakra doit fonctionner dans les deux sens. Sinon, il va s'appauvrir et vous allez être en déficit d'énergie. Le mantra va aussi, YAM, va vous aider à développer votre détachement, ce qui est une condition sine qua non pour pouvoir développer plus d'amour. Plus vous êtes détaché, plus vous pouvez aimer, et inversement. Ça va vous permettre d'augmenter votre sagesse, d'augmenter votre compassion. Et bien sûr, c'est le mantra qu'on va donner pour tout ce qui est chagrin d'amour, parents qu'on a perdus, etc. Enfin, décès, etc. Pour soigner le fait que le chakra va souffrir de cet événement-là. Ensuite, au-dessus, pour le chakra de la gorge, on a HAM.
Donc, pour améliorer votre communication, pour soigner vos problèmes de thyroïde et les problèmes de gorge. Et pour ce qui est des chakras au-dessus, donc au niveau du 6e chakra, Ajna, on va avoir le mantra Om. Alors le mantra Om a une résonance quand même sur tous les chakras. Il a une tendance à aligner tous les chakras avec l'énergie universelle, mais il a une affinité particulière avec le 6e chakra. Il va permettre d'augmenter votre intuition, de calmer votre mental. Et pour ce qui est du 7e chakra, le 7e chakra, il y a différentes théories dessus. Soit on dit qu'il n'a pas de mantra, soit qu'il est dans le silence. Et on a aussi plusieurs mantras. On a le mantra Om, le mantra Soham, Soham aussi, pour le 7e chakra. Et le fait de travailler sur le 7e chakra, donc si vous avez bien compris, si tout va bien, c'est le dernier sur lequel vous travaillez, et non pas l'inverse. En général, chez nous, on a tendance à ouvrir très en haut et pas s'occuper du bas. Donc le 7e chakra va vous donner un sentiment d'appartenance à un tout, de vous resituer comme une pièce d'un puzzle. Et ça va vous permettre de comprendre profondément, sans même que vous puissiez le dire, le sens de votre vie. Vous savez, le sentiment de « je suis au bon endroit et je fais ce que j'ai à faire », même si je ne peux pas expliquer pourquoi. Là, c'est que le chakra fonctionne bien. C'est bon ? Donc, le mantra, c'est un petit mantra. Donc, dans l'idéal, ça serait bien de le faire 108 fois. 108 fois, ça va vous prendre... allez, 15 minutes normalement. C'est pas très long. En dessous, on peut faire un mantra de manière beaucoup plus courte, mais comme il s'agit d'un bij mantra, parce qu'il y a des mantras qui sont très longs, il y a des mantras qui font des pages en fait. Donc le fait de j'ai comme ça un mantra que j'adore, qui fait une page. J'ai réussi à le faire pendant 45 minutes. Mais en fait, comme le mantra vous travaille énergétiquement, au bout d'un moment, ça devient juste, vous êtes juste épuisé ou c'est insupportable. Mais ces mantras-là, si vous vous sentez mal quand vous le faites, c'est que ça vous travaille. Et comme c'est un mantra qui est court, ça veut dire que vraiment le chakra, il est perturbé. Donc essayez de le faire 108 fois. On fait ça avec des malas que vous avez dans l'entrée. Sinon, vous pouvez le faire à plus petite dose, c'est-à-dire 21 fois, 15 fois. Mais honnêtement, vu que c'est juste un bij mantra, mieux vaut le faire, ne pas le faire que de le faire à cette hauteur-là, parce que ça ne vous travaillera pas suffisamment. 108 fois, c'est... Juste un. Juste Un. 108 fois 1, 108 Oui. fois 2. Alors, souvent, j'ai des élèves qui me disent, alors, je peux prendre un mantra pour ça, un mantra pour ça, un mantra pour ça. Un mantra, ce n'est pas un supermarché. Ou un mantra, vous devez en choisir un seul, que vous travaillez pour une période déterminée, la plupart du temps 21 jours minimum. Et si le résultat n'est pas là, on va retravailler pour 21 jours, et pour 21 jours, on peut faire ça jusqu'à 3-4 fois d'affilée. Mais vous ne mixez pas les mantras, parce que vous êtes en train de travailler, c'est une pratique. Donc votre corps énergétique, il ne va pas aimer, ça risque de vous mettre en difficulté au niveau émotionnel, de créer des choses que vous ne souhaitez pas forcément. Donc, il faut faire attention aussi à l'excès de travail sur soi et le vouloir d'aller trop vite, etc. C'est pour ça que c'est important de voir par quoi est-ce qu'il faut que vous commenciez. Et parfois, quand vous travaillez au bon endroit, il y a plein de choses qui se débloquent sans que vous ayez besoin de faire le mantra ou quoi. Juste une question. Chez toi, donc c'est le 2 qui était bloqué. Oui. Et le 3 fonctionnait bien. Et Oui. Comment est-ce que le 2 étant complètement bloqué, le 3 peut bien fonctionner? Il y a une relation de suite 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Non, il n'y en a pas. Ça peut arriver que les énergies se déplacent. Ils sont à la fois interconnectés et dépendants les uns des autres. Disons que, en fait, ce qui s'est produit, c'est que mon chakra s'est fermé parce que quelque chose au niveau relationnel ne lui a pas plu. Quelque chose qui était à l'inverse de ce qui... Voilà. Et en même temps, ça n'a pas touché l'image que j'ai de moi. Ça n'a pas touché mon identité. Et pourtant, ça a bloqué ma communication. C'est-à-dire, je n'ai sûrement pas dit quelque chose, etc. Donc les deux, voilà. D'accord. Il n'y a pas de suite évidente. Pas forcément. On passe aux méditations. Je crois qu'il est arrivé, il faut que je me tienne mon timing.
Je ne sais pas si on va passer aux médiations, il est 17h. Comment est-ce qu'on va faire? Je sais, je vais le faire en cours. Pour votre méditation, puisqu'on est allé sur les chakras, vous pouvez faire un travail en général en visualisant juste la couleur du chakra en même temps que vous dites le mantra. Ça va vous demander beaucoup de concentration. Déjà là, vous pouvez regarder l'ensemble des couleurs et vous pouvez aussi voir comme ça s'il y en a un qui est bloqué. Parce que s'il y en a un qui manque d'énergie, vous aurez du mal à visualiser sa couleur. Donc si, mettons, vous travaillez sur le premier, c'est le rouge. Le deuxième, c'est l'orange. Le troisième, c'est le jaune. Le quatrième, c'est de l'émeraude, c'est couleur vert émeraude. Ensuite, le cinquième, c'est bleu ciel. Ajna, c'est couleur indigo ou bleu, mais indigo, c'est en général ce qui est le plus indiqué. Et le dernier chakra, le septième, est transparent. Transparent, où vous pouvez visualiser de la lumière. Donc, vous pouvez dire le mantra 108 fois, tout en regardant, tout en visualisant la couleur. Vous allez voir que ce n'est pas forcément évident. Qu'on se dit, ouais, visualiser du rouge, ok. En fait, vous allez voir le rouge qui disparaît, mettons, si vous avez un manque sur ce chakra-là. Donc, ce que je vous conseille, c'est penser à quelque chose qui est rouge, ou dites la couleur rouge, ou regardez avant la couleur rouge pour essayer de reproduire cette énergie-là. Et vous verrez qu'en travaillant sur ces chakras-là, vous allez avoir des choses qui se passent. Mettons le premier chakra, vous allez sentir plus ancré, plus en sécurité. Voilà. Et vous travaillez autant de cycles que nécessaire. On est obligé de les dire ou on peut les penser? Non, il faut les dire. Ok, je vais m'arrêter là. Est-ce qu'il y a des questions importantes ou... Ouais. On peut le faire donc tous les jours à peu près à la même heure, c'est-à-dire qu'on le matin au jour, par exemple, Le faire tous les jours, c'est mieux. Si vous loupez, c'est pas grave, vous rajoutez un jour sur votre pratique. Puisqu'il faut quand même que les pratiques spirituelles s'adaptent à votre vie, sauf si vous avez décidé de vous dédier au spirituel. Et à heure fixe, c'est mieux, mais si vous ne pouvez pas faire autrement, c'est pas très grave. Déjà, le fait d'avoir un travail sur le long terme, c'est déjà bien de réussir à enclencher ça. Mais nous, en fait, en Ayurveda, on met ça dans la routine de vie ayurvédique. Le matin, on se lève et on fait un certain nombre de choses, donc c'est déjà inclus. Et au final, là, ça vous prend un quart d'heure. Ce que je vais donner, ça vous prend un quart d'heure par jour. Vous verrez l'effet, à mon avis, déjà en 10 jours, vous verrez un effet qui est net. On m'enverrez un petit mail, vous me direz.